Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina à la une de l'actualité. Ce soir, elle était attendue au regard de l'actualité bouillante du moment. Les chefs des départements de la santé et de l'éducation nationale se sont prêtés aux questions des professionnels de médias. Le point de presse du gouvernement animé ce matin a aussi permis aux différents ministres de faire le point sur la situation qui prévaut au sein de leur département. Le compte rendu dans quelques instants. Elle est la star des réseaux sociaux et pas que. La forêt de Koua a reçu la visite d'une délégation particulière conduite par le chef de la diplomatie burkinabé. La visite de ce matin avait un double objectif, celui de s'enquérir de l'état de déforestation de Koua et celui de rassurer quant aux enjeux du projet. Elle arrive certes après les délais, mais elle est bien là. La Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel, le bureau de cette fêtière des acteurs du 7e art, est officiellement installé depuis ce matin. Le réalisateur et producteur Pazouknam, Jean-Baptiste Ouedraogo, en est le président. Il succède ainsi à Emmanuel Sanon, ex-président de l'Union nationale des cinéastes du Burkina. Bienvenue à tous. Les pays membres du Conseil de l'Entente ont achevé hier soir un atelier portant sur la prévention de l'extrémisme violent. Les experts ont surtout procédé à un partage d'expériences afin d'aboutir à une vision préventive commune aux 5 États. Une délégation des participants est allée partager avec le président du Faso les différentes recommandations qui ont émané de la rencontre de Ouagadougou. Le point avec Urbain Benito Somé et Zalissa Sanfo. Après la fin des travaux à Ouagadougou sur la prévention de l'extrémisme violent, une délégation des experts du Conseil de l'Entente partage ici avec le président du Faso les différentes recommandations pour la promotion de la paix. L'accent a été mis sur l'importance de renforcer la décentralisation pour pouvoir régler les problèmes à la base. L'accent a été également mis sur la nécessité d'un maillage très près du terrain par l'État, par la réalisation de services sociaux de base tels que l'eau potable, l'électricité, le centre de santé, etc. L'accent a été également mis sur les zones transfrontalières, ces espaces-là, qui sont souvent les espaces où se déploient les bandes armées. Donc l'accent a été mis pour que ces espaces soient pris en charge dans les politiques publiques, dans les politiques de développement. Et pour l'application au nom des recommandations issues de cette rencontre de Ouagadougou, ce sera au chef d'État des pays membres du Conseil de l'Entente d'en décider lors de leur rencontre statutaire. On en vient à la conférence de presse du gouvernement animé ce jeudi 23 mai à Ouagadougou. Les départements ministériels de la santé et de l'éducation nationale, en plus du porte-parole du gouvernement, étaient face aux femmes et hommes de médias. La séance a permis à chacun des ministres de faire le point sur la situation qui prévaut au sein de leurs départements respectifs. Le compte rendu avec Amado Ilboudo et Zoubaviel David Dabiri. Les services sanitaires burkinabés connaissent des perturbations dans leur fonctionnement du fait de la grève décrétée par les partenaires sociaux. Les conséquences de l'action sont déjà perceptibles sur le terrain et à cette conférence de presse, la ministre Claudine Lougué fait le point d'une situation on ne peut plus dramatique. Le premier cas, c'est le cas d'un nouveau-né qui est né à Tengango avant-hier. Et la pédiatre de garde, l'enfant est né en détresse vitale. Et la pédiatre de garde s'est employée à réanimer l'enfant. Et quand elle descendait, faute d'équipe pour assurer la continuité, l'enfant a été évacué à Saint-Camille qui dispose d'un service de néonatologie. Et arrivé à Saint-Camille, l'enfant a été pris en charge. Et c'est pendant sa prise en charge que l'enfant est décédé. Il y a eu également un cas signalé à Moctedo. Moctedo n'ayant pas pu asseoir son service minimum, il y a une femme qui était en travail et cette femme n'a pas pu accoucher. On l'a amenée, on l'a évacuée à Zorgo et elle a mis au monde un nouveau-né mort frais, comme on dit. Donc, c'est les deux cas. Mais sinon, il y a deux femmes qui sont mortes à Tengango, une par hémorragie, mais elle était prise en charge. Mais la ministre rassure, des mesures sont prises pour assurer le service minimum en partenariat avec des centres de santé privés. Nous avons
quand même organiser les stratégies qui vont garantir la continuité du service minimum. Et dans ces stratégies, nous avons pris attache avec le privé, avec les hôpitaux conventionnés. C'est ainsi qu'à Bobo, il y a des malades qui sont, lorsqu'ils ne peuvent pas être pris en charge dans les hôpitaux, sont réorientés dans les services privés qui ont accepté prendre les patients-là au prix public. À Ouagadougou également, nos hôpitaux conventionnés, Saint-Camille, Paul VI et Chifra. Le gouvernement est toujours en négociation avec les partenaires sociaux du secteur de la santé, selon la ministre. Des négociations, il en est aussi question entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation, notamment la finalisation du statut valorisant. Nous étions à 31 points satisfaits sur les 56, entièrement réalisés. Et hier, avec l'adoption donc du décret sur les prestations spécifiques au niveau du MENA, donc nous avons un autre point qui a été satisfait, c'est la réduction des prix des manuels au préscolaire. Donc c'est consacré dans ce décret et l'arrêté qui accompagne. Et donc ça c'est le 32e point. Donc sur les 56, on a 32 points satisfaits. Donc vous voyez que ça fait presque 60%. Et nous allons continuer de satisfaire. La situation sécuritaire nationale et les mouvements d'humeur ont perturbé le calendrier scolaire, mais pas de nature à repousser les examens du primaire et du post-primaire. Un traitement particulier est toutefois réservé aux écoles fermées du fait de l'insécurité. Mais si vous avez toute l'année, vous n'avez rien fait, on ne peut rien faire d'autre que de blanchir. C'est malheureux, c'est dommage, c'est regrettable pour nous, mais on est obligé de le faire maintenant, trouver les moyens de pouvoir faire en sorte que l'année prochaine, les choses puissent se faire. Nous sommes en train de réfléchir. Déjà au niveau du primaire, nous n'avons pas de problème parce que tous ces enfants, si on arrive à les récupérer, on a des stratégies de scolarisation accélérée, dites passerelles, qui permettent donc de récupérer ces enfants-là, de leur donner des cours accélérés en une année et faire en sorte qu'ils puissent sauter même une ou deux classes. Le gouvernement dit être toujours disposé au dialogue avec les partenaires sociaux dans l'intérêt des travailleurs et des populations. La SCE-LC veut bien faire, mais elle se heurte à un certain nombre de difficultés. Parmi elles, le manque de textes réglementaires. Et c'est ce que le Conseil d'orientation de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption est allé souligner au chef du gouvernement. Les membres ressortent de cette audience avec des promesses, mais ils attendent donc bien plus. Alidou Badini, Pascal Kané. C'est une visite de courtoisie, mais aussi pour rappeler au Premier ministre que l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption, ASE-LCE, a de nombreux dossiers dans ses tiroirs. Le Conseil d'orientation a proposé au gouvernement des textes de fonctionnement pour adoption, mais jusque-là, il attend toujours que le gouvernement joue sa partition. Depuis notre prise de service en mars 2018, nous avons eu à produire très rapidement en tout 9 projets de décret. Et à ce jour, aucun projet n'a été adopté par le gouvernement. D'où notre inquiétude et nous sommes venus, disons, exprimer cette inquiétude-là au Premier ministre. Assurance leur a été donnée par le Premier ministre selon le président du Conseil d'orientation. Les décrets seront pris dans de meilleurs délais. Il a donné l'assurance et nous croyons, compte tenu des arguments qu'il a développés, nous pensons qu'il y aura un œil vigilant là-dessus. Et du reste, il a demandé à ce que le contrôleur général d'État puisse lui communiquer l'ensemble des textes qui ont été soumis ou qui vont être soumis au Conseil des ministres pour qu'il puisse voir quels sont les ministres qui vont être vus. Les ministres qui sont porteurs, bien sûr, de ce dossier-là, puissent vraiment accélérer leur examen et leur soumission en Conseil des ministres. Et nous pensons que les choses vont aller dans le bon sens. En tout état de cause, le Conseil d'orientation de l'ASE-LCE dit avoir fait son travail et attend que le gouvernement fasse de même pour une gestion efficace et transparente des biens publics. Et de son côté, l'Assemblée nationale n'a pas hésité à adopter à l'unanimité 3 projets de loi. Ils portent sur la zone de libre-échange continentale, sur le renforcement de la résilience climatique et sur la valorisation des langues nationales. La plénière de ce matin en image avec Konson Koulibaly avec des explications de Maïmouna Traoré.
À l'unanimité, les 102 votants du jour ont adopté le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. L'adoption de cette loi contribuera à renforcer la coopération entre le Burkina Faso et les autres États africains dans le domaine du libre-échange. Les échanges intra-africains sont très faibles. Ils sont de l'ordre de 14%, et ce qui ne permet pas donc qu'il y ait suffisamment donc de flux entre nous. Et l'objectif de cet accord-là, c'est de doubler cet échange-là pour que nous puissions déjà profiter des produits de qualité qui sont, j'allais dire, fabriqués et manufacturés en Afrique. L'Assemblée nationale a aussi donné son quitus pour la ratification de l'accord de don conclu entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement pour le financement du projet de renforcement de la résilience climatique au Burkina Faso. Avec ce projet, l'Agence nationale de la météorologie pourra dire dans une commune comment va se comporter les pluies, pourra dire à l'échelle d'une province comment va se comporter donc le climat. Et ça nous permet de pouvoir prendre les précautions. L'Assemblée nationale avait aussi sur sa table un projet de loi d'orientation portant modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales au Burkina Faso. Un projet de loi adopté à l'unanimité. Et donc, il va nous permettre déjà de dérouler donc le programme suivant qui consiste d'abord à organiser des forats au niveau régional, des forats régionaux, et un forum national synthèse des forats régionaux sur les attentes des acteurs en matière de promotion des langues nationales. Et ensuite, donc, une étude complémentaire de confirmation de d'une étude réalisée en 1983 par des chercheurs burkinabés sur les langues nationales qui arrête à 59 la liste des langues nationales. Ce processus devrait aboutir à l'élaboration du document de politique linguistique 2020-2030 et à la mise en place de la Commission nationale des langues. Depuis l'annonce du déclassement d'une partie de la forêt de Kwa a fait diriger un hôpital de référence, les sentiments sont mitigés. Allons-y justement sur ce futur site d'un centre hospitalier de référence qui sera construit par la République populaire de Chine. Nous sommes à la suite du ministre en charge des Affaires étrangères et de notre équipe de reportage formée de Kassoumi Logo et Karim Sissé. Vue aérienne d'une partie de la forêt classée de Kwa. C'est ce site qui a été identifié par le gouvernement burkinabé pour la construction du futur hôpital de référence de Bobo-Dioulasso. Un choix qui suscite la polémique. Pour s'enquérir des réalités de ce site, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération y effectue une visite. Il y a un endroit où il y a quelques arbres. Ce n'est pas une forêt en tant que telle. Il n'y a pas de forêt. J'ai marché sur 400 mètres pour pouvoir retrouver la forêt, donc au-delà de là où est situé le site donc, du projet. Donc selon ce qu'on m'avait dit, c'est ce que je constate, qu'effectivement, il n'y a pas de forêt à l'endroit indiqué. C'est au contraire des champs de culture qui ne sont pas encore cultivés, mais ce sont des champs, on voit les traces de sillons dans cette zone-là. Donc c'est un champ de culture. Selon le visiteur du jour, rien ne justifie la polémique autour du choix du site. C'est vrai qu'il fait partie de la zone de la forêt classée, dite forêt classée, mais la partie concernée, comme on le voit, comme moi je le constate, comme vous l'avez vu avec moi, elle est complètement déboisée. L'hôpital de référence qui sera érigé ici est un don de la République de Chine populaire. Et de l'avis du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, il serait important de leur faciliter le travail sur le terrain. J'entends des gens donner des arguments du genre que si on met l'hôpital là, ça va être à côté de la forêt, ça va menacer le reste de la forêt qui est restée. Mais je précise que Yalgado est en face d'une forêt. Yalgado est en face d'une forêt qui est la plus dense, on peut dire même, de Burkina, que tout le monde connaît. Et nous tous, nous avons connu cette forêt-là qui n'était même pas clôturée. Ensuite, on dit, il va y avoir une pression humaine,
il va y avoir des installations anarchiques. Mais allez-y à l'hôpital Tenganogo. Moi, je n'ai pas vu d'installation anarchique à côté de l'hôpital Tenganogo. En tant qu'interlocuteur principal des partenaires chinois, le ministre Alpha Bari dit avoir des arguments solides à partir de cette visite pour défendre le dossier. Le 8e sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé se prépare, cela à travers des réunions du comité de suivi et d'évaluation des décisions de cette coopération. Dans la ville de Sia, les experts évaluent la mise en œuvre des accords signés lors du dernier sommet. On en sait plus avec Karim Ilboudo, Siri Kimilogo et Rachid Savadogo. 3 jours, c'est la durée des travaux des membres du comité de suivi et d'évaluation des décisions et recommandations du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Composé d'experts des domaines d'intervention de cette coopération, les participants des 2 pays passent à la loupe l'état de mise en œuvre des accords conclus entre la partie ivoirienne et burkinabé. La mise en œuvre est largement satisfaisante, mais c'est une œuvre humaine et il y a quelques difficultés. Et c'est là aussi nous allons les aborder sans complaisance, dans un esprit de fraternité, comme il a toujours été dans nos relations et au sein des travaux des experts. Le traité d'amitié et de coopération embrasse plusieurs domaines avec un accent particulier sur l'édification de l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou. Et cela à travers des projets intégrateurs. Il faut aussi souligner qu'en fait, au-delà de cet aspect-là, il y a des grands axes de coopération tels que l'orpaillage clandestin, la lutte contre le trafic des enfants, et la question de l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou, qui sont entre autres des questions majeures qu'il faille aborder afin qu'on puisse voir dans quelle mesure la mise en œuvre doit être pratique. Avec ce type de coopération sud-sud, tout est bien parti pour une intégration des peuples. Et au-delà, c'est le bien-être et l'épanouissement de la population qui est recherché. Il est possible d'avoir une activité minière artisanale, responsable et légale au Burkina. L'Alliance pour une mine responsable s'est lancée dans ce challenge avec un projet sur la formalisation du secteur minier artisanal. Au bout des 3 années que va durer ce projet, une vingtaine de groupements miniers répartis dans des zones différentes devraient être plus productifs tout en respectant les réglementations en vigueur. Issa Kafando Oumoussissé nous en parle. Le Burkina compte plus de 1500 sites d'orpaillage repartis sur tout le territoire et qui génèrent environ 140 000 emplois selon l'Alliance pour une mine responsable. Une aubaine économique qui ne profite que partiellement au développement des communautés minières du fait de son informalité. Et pour rendre ce secteur formel et responsable, l'Alliance pour une mine responsable vient au secours des orpailleurs burkinabés à travers son projet d'appui à la création d'une activité minière artisanale et à petite échelle responsable et légale. L'objectif va être en fait d'identifier les risques en fait, qui sont présents au sein du secteur et petit à petit d'accompagner les orpailleurs dans l'adoption de bonnes pratiques. L'idée après est aussi d'identifier en fait quelles sont les opportunités pour connecter en fait ces orpailleurs une fois qu'ils auront adopté des bonnes pratiques avec le marché formel. Ce nouveau projet vient faciliter le travail de l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées. Notre engagement est à travailler en partenariat avec le projet de telle façon que nous puissions atteindre les objectifs que nous visons ensemble, à savoir faire de ce secteur un véritable vecteur de développement durable. Le projet appuie à la création d'une activité minière artisanale et à petite échelle responsable et légale au Burkina va toucher environ 3000 artisans miniers, dont 500 femmes. D'une durée de 3 ans, il est financé par l'Union européenne. Et puis ce communiqué avant de poursuivre, à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des travaux de construction de la mine d'or de Bambouré, placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, la direction du protocole d'État convie les personnalités invitées le vendredi 24 mai 2019 à 10h à Sapsin, dans la commune rurale de Moktedo, province du Ganzourgou. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30 et c'est signé de la direction générale du protocole d'État.
Il est encore question de changement climatique dans cette édition. Cette fois, il s'agit d'une formation des organisations de la société civile engagées dans la défense de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. La session porte sur le processus RED+, et les actions de résistance. On en sait plus avec Oumar Zombri. Renforcer les capacités et les connaissances des acteurs de la société civile et les communautés locales sur les changements climatiques et la RED+, c'est l'objet de cette table ronde initiée par l'Association pour l'éducation et l'environnement A2E. L'objectif est d'impliquer davantage ces acteurs dans les actions de résilience contre les effets du changement climatique. Le représentant du secrétaire général du ministère de l'Environnement salue cette démarche et réaffirme le soutien du ministère à accompagner toute démarche allant dans le sens de la préservation de l'environnement et de la mitigation des effets du changement climatique. Cette table ronde connaît la participation d'une trentaine d'acteurs, dont le PIF, les organes de pilotage de la RED et ceux du ministère en charge de l'économie verte. Le National Democratic Institute crée une tribune où sont appelées les femmes de la société civile, des partis politiques d'opposition et de la majorité. Le sujet est la fameuse loi sur le quota genre au Burkina Faso. Adoptée depuis 2009, cette loi qui vise à lutter contre les inégalités à l'égard des femmes et à promouvoir leur pleine participation à la vie politique. Seulement, son application se heurte à certaines insuffisances qui conduisent à une conviction. La relecture donc de la loi à Bobo Dioulasso, les actrices sont sensibilisées sur l'avant-projet de loi. Ismaël Saturnin Parler nous en parle. Les femmes doivent participer à la vie politique de leur pays. Pour cela, il faut leur présence dans les sphères de décision. C'est cette vision qui réunit ces femmes à cet atelier d'approbation et de sensibilisation sur l'avant-projet de loi sur le quota genre, nouvelle version. Et c'est un combat que ces femmes mènent pour être plus présentes dans les postes électifs. Nous organisons cette activité dans la commémoration des 10 ans d'anniversaire de l'adoption de la loi sur le quota, qui a été votée le 16 avril 2009. Après 3 applications, peine toujours à produire les résultats escomptés et au vu de l'esprit qui a prévalu à son adoption. Et donc aujourd'hui, c'est une opportunité, et c'est la deuxième, c'est de permettre aux femmes de Bobo Dioulasso, partis politiques, opposition majorité et société civile et toute autre personne ressource intéressée par la question de pouvoir d'abord s'approprier le processus de relecture en cours depuis 2015. Cette rencontre est l'initiative du NDI, National Democratic Institute. La loi sur le quota, comme on peut le penser, n'est pas forcément une faveur, un cadeau qu'on fait aux femmes, mais c'est de créer les conditions pour qu'elles puissent aussi s'exprimer en tenant compte des barrières qu'elles doivent franchir. 3 communications sont au menu de la rencontre. La présentation de l'avant-projet de la loi sur le quota, le bilan de la loi sur le quota 2009-2019 et la présentation de la feuille de route du cadre de concertation. La primature revoit sa méthode de travail. L'Institut se positionne sur la mesure performance pour les activités à venir et à mener jusqu'à la fin de l'année. Les différents démembrements du Premier ministère sont réunis à Ouagadougou à la faveur d'un cadre de concertation. Ils ont pour mission de proposer une meilleure coordination de leurs actions pour plus de résultats sur le terrain. Paouadrogo Jean Zongo avec Abdelaziz Yagibou. La taille des défis commande de pousser la réflexion en vue de relancer la marche vers une primature plus efficace dans la coordination de l'action gouvernementale. Le compte à rebours est lancé. Ce cadre de concertation traditionnel auquel le Premier ministre Christophe Dabiri prend part pour la première fois aux côtés de ses collaborateurs va passer au crible les activités de l'année écoulée, jauger les performances réalisées et élaborer une feuille de route pour les mois à venir. Au cours de l'année 2018, en dépit des contraintes financières et du contexte sécuritaire défavorable, le Premier ministère a relevé de nombreux défis au regard des résultats atteints. La performance globale des structures du Premier ministère est de 63,3%. En effet, le bilan de la mise en œuvre des activités est assez satisfaisant et des résultats significatifs ont été enregistrés. Cette session 2019 du cadre de concertation du Premier ministère
a pour objectif de faire le point de la situation d'exécution des activités au cours de l'année 2018 et d'adopter le rapport d'évaluation des performances des années 2017 et 2018. Dans un contexte national marqué par une montée de la grogne sociale, le chef du gouvernement, tout en promettant œuvrer à l'amélioration de leurs conditions de travail, exhorte ses collaborateurs à maintenir la dynamique de la culture du dialogue et à toujours privilégier l'intérêt général. Retour à Bobo Dioulasso où les portes de la radiodiffusion-télévision sont grandement ouvertes. À partir de ce jeudi, la RTB de Bobo se veut plus proche de ses téléspectateurs. À l'occasion, la nouvelle grille des programmes de la chaîne régionale est dévoilée et elle devrait répondre aux attentes de la population. Martin Zerbo avec Mireille Carole Tougma. La RTB de Bobo ouvre ses portes à la population. Ces journées portes ouvertes, premières du genre, ont pour ambition de permettre un rapprochement entre cette chaîne de proximité et son public. La RTB, en général, a démontré aujourd'hui qu'elle demeure le média leader dans notre pays. Et la RTB2, à travers ces journées portes ouvertes, a permis aux populations de comprendre davantage comment le personnel travaille et avec quel matériel il travaille et dans quelles conditions il travaille. La RTB2 se veut une radio, une télé de proximité. Radio-télé de proximité, donc c'est d'être aux côtés de ces populations, donner la possibilité donc justement aux téléspectateurs de contribuer à travers les critiques, les apports, les commentaires, afin que véritablement vous puissiez être à leur service. Pour ce faire, une nouvelle grille de programmes est lancée à partir de cet événement afin de répondre aux attentes des téléspectateurs. Nous sommes face à une concurrence nationale comme internationale, et au-delà justement, il va falloir que nous puissions intéresser la population à travers notre grille de programme. Que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan sportif, pour les enfants, etc. Tous les domaines de la vie sociale ont été pris en considération et nous avons travaillé à élaborer des émissions pour cela. L'initiative est très bonne, elle est belle parce qu'elle permet à un média local qu'est la RTB2 de se rapprocher davantage des partenaires, de se rapprocher également des populations pour lesquelles la RTB2 donc, est là, elle est présente. C'est un tout fédérateur qui doit permettre à la RTB2 de repartir sur des bases encore plus solides. Les autorités présentes à cette cérémonie d'ouverture ont eu l'opportunité de visiter les locaux de cette chaîne et à leur suite, invite est faite aux populations d'emboîter le pas pour en savoir davantage sur le fonctionnement de leur chaîne régionale. Et puis la Direction générale de la radiodiffusion-télévision du Burkina présente ses excuses à ses fidèles téléspectateurs pour les interférences et perturbations constatées dans la réception de son signal télé, notamment sur le bouquet Canal+. Elle vous informe par ailleurs que toutes les dispositions sont prises pour remédier à ce désagrément technique. La Direction générale de la RTB s'est comptée sur votre indulgence. Il faut désormais se familiariser avec cette nouvelle appellation, la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel. Elle remplace l'UNCB, l'Union nationale des cinéastes du Burkina, et les raisons sont évidentes. La nouvelle structure se veut plus rassemblante et où tous donc les acteurs du 7e art se retrouvent. Le bureau de la nouvelle structure est connu depuis ce jeudi. Il a à sa tête le réalisateur et producteur Pazouknam Jean-Baptiste Ouedraogo. Présentation de la structure avec Aruna Marie. Un nouveau bureau fort de 14 membres, désormais aux commandes de la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel du Burkina. La naissance de la nouvelle structure sonne ainsi le glas de l'UNCB, l'Union nationale des cinéastes du Burkina. Le nouveau président place son mandat sous le signe de la solidarité et de la relance du 7e art burkinabé. Il faut qu'on arrive à construire ce qu'on appelle une industrie au Burkina, l'industrie du cinéma. Et ça va passer par quoi? Ça va passer par d'abord la formation, il faut former nos acteurs. Et après cette formation, maintenant, chacun pourra à son niveau, quel qu'en soit son corps de métier, contribuer à faire des films. Et c'est ces films-là qui vont réanimer toutes les salles. On a plus de 45 salles au Burkina. Réanimer ces salles-là, leur donner de la vie
et en ce moment lancer réellement les jalons d'une industrie du cinéma. Ce sont les premiers défis qu'on a et réellement faire de telle sorte que le cinéaste puisse vivre réellement de son métier et contribuer aussi au développement. Président sortant de l'UNCB en poste depuis septembre 2014, Emmanuel Sano se félicite du chemin parcouru. Dans son bilan, il rappelle la mise en place d'associations par corps de métier et la restructuration de l'Union. Un bilan qui pourrait inspirer le bureau entrant afin de tirer à toute nouvelle fédération vers le haut. Et puis ce soir, la controverse est au rendez-vous. Simon Gongo, bonsoir. Controverse ce soir porte sur une actualité brûlante, la circulation des véhicules poids lourds dans la ville de Ouagadougou. Bonsoir Peggy, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, nous parlons ce soir de la sécurité routière, notamment la mobilité dans la ville de Ouagadougou. Vous l'avez précisé aussi, rien qu'hier, il était difficile d'emprunter les différentes sorties de la capitale, la faute à des chauffeurs routiers qui ont parqué le long de la chaussée pour protester contre un arrêté de la mairie qui interdisait la circulation de ces poids lourds entre 5 heures et 22 heures. Pourquoi cet affront? Nous allons essayer de comprendre tout cela avec nos invités. Et le maire de la capitale sera sur ce plateau. Avec lui, le ministère des Transports, des chauffeurs routiers et un expert. Et puis Guy, vous le savez, l'émission est participative. Controverse, c'est à partir de 21h. Oui, c'est moi. Et nous allons rappeler le numéro de téléphone, le 25 40 79 03. Merci donc à Simon Gongo. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Dès demain, une nouvelle équipe s'installe pour les infos du week-end. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.